Bonsoir tout le monde et vous êtes la bienvenue à cette autre opportunité de décrypter l'actualité internationale. Et le sujet qui nous préoccupe, c'est celui de l'ancien président philippin Rodrigo Duterte, appréhendé et livré par son pays à la CPI. Vous voyez, la thématique elle-même intrigue déjà. Parce qu'un certain nombre de nuances et d'incohérences se dégagent dans cette affaire, raison pour laquelle nous voudrions mettre en exergue et surtout jeter un coup de projecteur d'abord sur cette ambiguïté qui se développe aux Philippines et puis avec le concours de la CPI. Pour dégager un certain nombre de thématiques, d'abord la question de la souveraineté, les rapports étatiques entre les États souverains et puis la CPI. Et comme nous allons vous le démontrer, cette histoire a bel et bien une connotation revancharde entre l'ancien président et ses ennemis politiques, notamment le président en exercice. D'où la curieuse mise à disposition par son État, par son pays, les Philippines, entre les mains de la CPI, chose qui aurait été par le passé avant les malentendus et les perspectives divergentes entre les deux protagonistes. Bien avant cela, cela n'aurait jamais été imaginable. D'ailleurs, le président en exercice aux Philippines avait lui-même déclaré que la mise à disposition de l'ancien président à la CPI était tout simplement inimaginable. Bienvenue donc à cette autre opportunité d'analyser l'actualité internationale. Mais avant cela, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, nous vous prions de bien vouloir le faire, de partager nos contenus et surtout de nous livrer vos impressions à la section réservée aux commentaires. La thématique que nous allons décrypter aujourd'hui est celle de justice ou instrumentalisation, le cas de Rodrigo Duterte à la CPI. Introduction. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été appréhendé le 11 mars à l'aéroport de Manille, c'est-à-dire aux Philippines, conformément à un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, c'est-à-dire CPI, qui l'accuse de crimes contre l'humanité en raison de sa campagne violente contre la drogue. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment que des dizaines de milliers de personnes, principalement issues des milieux défavorisés, ont été tuées par les forces de police et des groupes d'autodéfense, souvent sans preuve de leur implication dans des activités liées à la drogue. La CPI a ouvert une enquête sur cette opération lancée en 2016 qui pourrait constituer un crime contre l'humanité. L'ancien dirigeant de 79 ans rentrait d'un court séjour à Hong Kong et venait d'atterrir à l'aéroport international de Manille. L'arrestation de mardi constitue un événement sans précédent, comme nous le disions en introduction, marquant la première fois qu'un dirigeant philippin est traduit devant un tribunal international. Cela va sans dire, nous sommes en plein dans l'inédit, ce qui est sans histoire. Il est inhabituel qu'un État procède à l'arrestation de son ancien chef d'État à la demande de la CPI. Ce cas est d'autant plus exceptionnel que les Philippines ne sont plus membres de la CPI. On ne le dit pas souvent assez. Duterte ayant retiré le pays de cette instance en 2019 et ne sont donc pas tenus, en vertu du droit international, de procéder à l'arrestation d'un individu faisant l'objet d'un mandat international. La décision du gouvernement de l'actuel président Ferdinand Marcos Jr. représente également un changement de cap. Marcos Jr. ayant précédemment contesté la compétence de la CPI sur le territoire philippin.
Quelles sont donc les accusations portées contre Duterte? Il faut savoir que Duterte a accédé à la présidence en 2016 en mettant l'accent sur un enjeu principal, cardinal, central même si vous voulez, la lutte contre la criminalité aux Philippines. Au cours de sa campagne électorale et durant son mandat, il a incité les forces de police à éliminer les suspects de drogue ou à encourager ces derniers à se défendre, servant ainsi de justification aux opérations létales. Dès son entrée en fonction le 30 juin 2016, il a lancé une campagne violente, qualifiée par les dirigeants catholiques du pays de règne de terreur. Au cours de ces 6 années de présidence, plus de 7000 personnes ont été tuées lors d'opérations officielles de lutte contre la drogue, selon les données policières. Cependant, les défenseurs des droits humains estiment que le bilan pourrait dépasser les 300 000. Voyez-vous, 300 000 morts bien entendu, incluant des victimes abattues par des individus non identifiés, dont certains seraient des policiers. Bien que tous ces cas ne soient pas inclus dans la plainte déposée auprès de la CPI, les avocats représentant les familles des victimes et des défenseurs des droits de l'homme ont réussi à cataloguer des preuves concernant plusieurs centaines de cas soumis à la Cour de La Haye. Duterte a défendu ces accusations en tant que président, déclarant en octobre dernier lors d'une audience au Sénat qu'il n'avait aucune excuse, aucun regret pour sa guerre contre la drogue. Lors de cette même audience, il a également reconnu sous serment avoir maintenu une escouade de la mort pour éliminer d'autres criminels lorsqu'il était maire de Davao dans le sud des Philippines. Certains de ces cas ont également été intégrés dans la plainte à la CPI. Sachez en grande direction que la CPI est une instance de dernier recours créée pour tenir les dirigeants les plus puissants responsables lorsque les systèmes judiciaires nationaux échouent ou font preuve de réticence. Cependant, cette affaire souligne la dépendance de la CPI à l'égard de la coopération des États pour exécuter son mandat. En effet, elle n'a pas le pouvoir d'arrêter des individus sans l'assistance des pays où ils se trouvent, ce qui est souvent refusé. Concernant Duterte, les perspectives d'une poursuite par la CPI semblaient improbables. Même en 2022, lorsque sa fille, la vice-présidente Sara Duterte, a formé une alliance avec Marcos, c'est-à-dire l'actuel président, pour établir le puissant Unity Team qui a triomphé lors des élections présidentielles. Jusqu'à l'arrestation de Duterte mardi, le président des Philippines, Marcos Jr., avait à plusieurs reprises contesté la compétence de la CPI concernant les Philippines et l'affaire Duterte, affirmant notamment qu'il considère cette institution internationale, je le cite, comme une menace pour la souveraineté nationale. En juillet 2023, un an après son accession à la présidence, il avait clairement déclaré que les Philippines ne coopéreront pas avec la CPI, de quelque manière que ce soit, suite à l'annonce de la reprise de l'enquête sur Duterte par la Cour. Cependant, et à partir de ce moment, vous allez comprendre l'origine des ambiguïtés. Le contexte politique qui soutenait cette position a tout simplement évolué. Le fait que Duterte ait reçu un mandat d'arrêt et ait été extradé illustre que lorsque les dynamiques politiques changent, ceux qui étaient jadis perçus comme intouchables peuvent se retrouver à la haie. Cette situation a également ravivé le débat sur le rôle de la CPI. Par rapport à la souveraineté nationale, une préoccupation fréquemment exprimée
par les États non membres tels que les États-Unis, la Russie et la Chine. La Cour dépend de ces 128 États membres pour son financement et pour fonctionner en tant qu'organe judiciaire opérationnel. Lorsque Marcos Junior a sollicité la présidence en 2022, souvenez-vous, il a formé une alliance électorale avec Sara Duterte, la fille de l'ancien président, remportant une victoire écrasante en promettant de poursuivre l'héritage politique de Duterte. Cependant, cette alliance a commencé à se fissurer lorsque des partisans de la famille Duterte ont appelé à la destitution de Marcos Junior suite à l'arrestation d'Apollo Quinboloy, un pasteur influent et conseiller spirituel de l'ancien président Rodrigo Duterte. La rupture de leur union politique s'est intensifiée ou amplifiée même si vous voulez, lorsque la vice-présidente Sara Duterte a été visée par une enquête pour un prétendu détournement de millions de dollars de fonds publics entraînant sa mise en accusation par les alliés de Marcos Junior au Congrès à la fin de 2024. Malgré cette mise en accusation, elle demeure vice-présidente. Depuis lors, les deux factions se sont engagées dans une lutte politique acharnée à l'approche des élections de mi-mandat en mai. La dynamique de politique intérieure semble avoir influencé son arrestation, Duterte s'étant aliéné le président en fonction. Ainsi se pose la question, la justice est-elle véritablement rendue ou le droit international est-il instrumentalisé à des fins politiques? Pour finir, l'arrestation de Rodrigo Duterte marque un tournant significatif dans l'histoire politique des Philippines et souligne les complexités de la justice internationale. En tant que premier ancien président philippin à être traduit devant la Cour pénale internationale, ce cas illustre non seulement les défis auxquels la CPI est confrontée en matière de coopération étatique, mais également la fragilité des alliances politiques. Alors que la dynamique interne aux Philippines évolue, la question de la véritable application de la justice et de l'utilisation potentielle du droit international à des fins politiques demeure centrale. Cette situation pourrait avoir des répercussions durables sur les relations entre les États et les institutions internationales, ainsi que sur la perception de la souveraineté nationale dans le cadre des enquêtes sur les violations des droits humains. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à continuer à nous suivre pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.